Je m'appelle Antoine Manin, j'habite Charleroi et je suis donc le chef de projet de Outcast New Beginning depuis 2 ans et demi. Ça va faire 3 ans que je travaille, bientôt 3 ans que je travaille chez Apple Studio en Belgique. Voilà, donc Outcast New Beginning, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui ici, puisqu'on le propose dans notre sélection du mois de mai et avril à l'espace jeux vidéo. A New Beginning, c'est lourd de sens forcément, parce que le mot Outcast, la licence Outcast, pour les gamers et les gameuses, c'est quelque chose qui était déjà connu et qui avait déjà fait, je dirais, sensation, qui a eu un impact dans l'univers des jeux vidéo. Oui, complètement. Le premier Outcast est sorti en 1999, du coup ça fait faire 25 ans et il avait plutôt fait du bruit à l'époque parce qu'il avait été un peu en avance technologiquement à l'époque. Voyager dans un monde un peu ouvert comme ça et avec cette qualité, ça avait ramené les foules. Et du coup, faire une suite 25 ans avant, il y a un héritage à porter et on a tout fait pour le porter du mieux possible dans les meilleures conditions et montrer aux anciens joueurs comme aux nouveaux que ce jeu était pour eux. Voilà, il y avait un défi face à vous. Pourquoi le choix de rebooter, de reprendre cette licence en main, de lui redonner de la visibilité, je dirais? Alors, ça tient plus à la généalogie du studio en lui-même. Globalement, parmi les personnes qui avaient fait le premier Outcast, il y a Yves Grolet, qui est actuellement le patron de Happy Studio actuel, qui, avec certains de ses collaborateurs, Yann Robert et Frank Sauer, on voulait à la base, en 99, enfin aux alentours de 2002 plutôt, voulait faire une suite. Ça ne s'est pas fait pour des raisons je crois plutôt financières. Et 25 ans après, le rêve a toujours perduré dans la tête de Yves et a fini par ressortir. Et de fil en aiguille, un studio est né et un rachat a eu lieu et du coup on a pu porter ce projet comme ça. C'est plus la volonté d'un homme qui l'a transmise à d'autres qui a au final donné ce projet. Donc du coup, vous reprenez un héritage, vous ne partez pas de rien, vous avez les bonnes personnes également qui vous entourent pour s'assurer que vous respectez aussi l'univers. Alors, certains d'entre nous ont travaillé sur ce projet, mais la base majoritaire d'Apple Studio est plutôt jeune. Beaucoup d'entre eux n'ont pas connu Outcast. Moi-même, à la sortie du jeu, j'avais 10 ans. Donc c'était pas le PC pour le faire tourner. Mais globalement, ça a été plus transmettre la vision à d'autres, avoir une vision claire et arriver à la donner, à la faire comprendre à des personnes qui n'ont jamais connu ce jeu-là. Et aussi que ces nouvelles personnes apporter ce qu'elles savent du secteur du jeu vidéo. Donc, en 25 ans, ça a énormément changé. Et donc du coup, voilà, à l'époque contemporaine du jeu vidéo, 25 ans après, qu'est-ce que vous vouliez apporter de nouveau, quitte à imiter l'impact, à rejoindre l'impact que Outcast, l'original, avait eu à l'époque? La prouesse technologique qu'a eu le Outcast en 99, c'était très compliqué pour un studio. Alors à notre échelle, pour rappel, on n'est pas AAA, on n'est pas Ubisoft, on est un studio AA, donc ça veut dire budget limité mais grande ambition. Donc le but c'était un peu de garder ce qui avait fait l'ADN d'Outcast et d'un peu de les mettre au goût du jour. Donc une grande liberté de choix dans le monde, comment visiter le monde. Globalement dans Outcast vous pouvez vous balader de village en village et faire comme vous le sentez. Globalement vous pouvez aller d'un côté de la map ou commencer de l'autre côté, c'est vous qui voyez. Donc ça c'était un des gros piliers. Aussi beaucoup d'interactions avec les autochtones, comme le héros Cutter Slade interagit énormément avec les villageois, les aliens, alors que techniquement c'est lui l'alien qui se pointe dans leur monde, interagit beaucoup avec eux, il apprend beaucoup d'eux. Ça fait aussi un des éléments qu'on a voulu éviter par exemple, c'est le trope du White Savior. Le mec blanc comme ça qui débarque et qui sauve la situation des pauvres indigènes. Ça on a évité. Certains disent qu'on est un peu dedans, mais ça n'a jamais été vraiment la volonté. À part ça, mettre des mécaniques au goût du jour. On a un combat beaucoup plus frénétique qu'en 99.
La navigation du personnage est très, comment dire, très libre. Cutter avait un jetpack dans le premier, dans celui-là il y en a un aussi, sauf que maintenant il a aussi un planeur, la possibilité de sprinter. Donc beaucoup d'éléments qu'on a essayé de reprendre pour améliorer la formule de base. Beaucoup d'éléments qu'on a essayé d'éviter aussi. Globalement, beaucoup d'open world actuels sont un peu denses, on va dire, en quantité de contenu, et des fois ça fatigue. On a essayé d'éviter ça, on a essayé de s'assurer que ça soit fun à jouer, que ça soit fun de se balader, et que ainsi les joueurs soient pas comment dire, un peu écrasés, parce que la carte est très grande, mais Cutter se déplace très vite. Donc globalement, c'est pour ça qu'on a fait ça comme ça. Et pareil, le combat, on a voulu apporter beaucoup de diversité à notre système de combat. Globalement, Cutter a 2 armes, mais il peut les adapter comme il veut. Il ramasse des petits modules qui changent le comportement des armes, et ça rend ça donne une customisation de plus aux joueurs, ce qui n'était pas le cas dans l'ancien jeu. La réception du jeu, du coup, voilà, vous avez évoqué quelques critiques, mais néanmoins, ça a été globalement apprécié. Jusque-là, globalement, on a regardé quelques critiques on a regardé Metacritic, les reviews Steam. Steam, globalement, nos reviews sont très positifs, donc ça fait plaisir. Globalement, ça fait plaisir que... Alors, il y avait une base très fidèle de fans de Outcast 1, le premier du nom, qui était très très noyauté, genre vraiment on adore ce jeu, j'espère que ça va être bien et tout. Apparemment ceux-là déjà étaient satisfaits, donc c'est cool, ils ont un peu évangélisé, mais à côté de ça, on a réussi visiblement à convaincre d'autres personnes, ce qui était aussi notre objectif, les plus jeunes générations, on va dire, et ça a plutôt bien fonctionné, donc en vrai il y a de quoi être très satisfait. Vous, dans votre implication, votre rôle dans le développement, donc concrètement, quelle a été votre pierre à l'édifice? Pour un chef de projet, on va plutôt prendre l'architecture d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo, c'est des personnes qui ont des compétences fondamentalement différentes, qui doivent bosser ensemble pour obtenir un jeu. Et qui techniquement qui parlent pas la même langue, on va dire professionnellement. Un artiste ne parle pas la même manière d'un programmeur. Globalement, moi en tant que chef de projet, le but c'est de m'assurer que toutes ces personnes arrivent à travailler dans le bon sens, ensemble à communiquer, discuter avec les personnes, par exemple notre éditeur THQ Nordic aussi, voir que ce que nous produisons et leurs attentes soient aussi un peu parallèles, sans pour autant comment dire, bafouer un peu nos libertés. Je veux dire, nous sommes un studio indépendant, on a été acheté par THQ Nordic, pourtant on a aussi voix au chapitre, ils ne nous ordonnent pas tout ce qu'on fait. Mais globalement, m'assurer que la communication fonctionne, c'est m'assurer en gros qu'une équipe pluridisciplinaire arrivera à la fin à avoir un jeu tous ensemble. Et c'est compliqué, je ne vais pas se mentir. C'est un jeu, enfin il y a beaucoup qui disent que sortir un jeu vidéo, un jeu qui sort, c'est un miracle, 100% vrai. C'est combien de personnes qui travaillent sur un projet comme celui-là environ? Ça a varié. Alors si on compte les externes, on était à plus d'une centaine de personnes à un moment, puis ça va en fonction des étapes de production globalement. Il y a par exemple, au début d'un projet, vous avez beaucoup de personnes qui vont faire du concept, genre dessiner des environnements et des arts, mais à la fin, quand vous avez fini de tout concepter, ces personnes travaillent sur autre chose, et du coup, c'est comme ça, il y a des roulements globalement. Et un temps de développement des prémices jusqu'à la sortie Alors ça a démarré officiellement en 2018 et officiellement en 2018. Le rachat a eu lieu en 2021 et la sortie a eu lieu en 15 mars 2024. Donc on se rend compte quand même que c'est de longues années, c'est très impactant, quoi. Ça prend du temps, vous faites des fois des tours et des détours et ça donne... globalement, aussi ça coûte cher, par extension, vu que le temps c'est de l'argent, c'est cliché, mais en vrai c'est vrai en fait. Mais du coup, oui, ça a pris beaucoup de temps, mais au final le résultat est quand même satisfaisant très satisfaisant pour nous.
Visiblement, côté joueur, ça a l'air aussi bien. Du coup, pas de regret d'avoir pris autant de temps. Et surtout, on n'a pas. On sait que globalement, un jeu vidéo qui prend son temps, qui est long, finit par être. Les gens deviennent un peu pessimistes là-dessus. Ils disent il va être en retard techniquement et tout ça. Visiblement, pour Outcast, nous, on a réussi à se débrouiller. Du coup, on est plutôt satisfait. Nous ici évidemment au Quai10 on le propose comme une fierté Carolo, un jeu qui a été développé ici à Charleroi. C'est quelque chose qui ne semble pourtant pas être suffisamment mis en avant. À Peel c'est bien pourtant voilà, l'ancrage est Carolo, mais ça reste, parce que c'est le monde du jeu vidéo qui est comme celui-là, un studio international finalement, où plusieurs nationalités circulent. Techniquement, on a été racheté par THQ Nordic, du coup, qui est une boîte autrichienne, qui elle-même appartient à une boîte suédoise, je crois, Embracer. Donc oui, techniquement, techniquement, c'est un peu international. Après, à l'échelle belge ou même wallonne, il y a quand même beaucoup d'organisations qui aident des petits studios, Waliga, tout ça, qui, je pense, aide beaucoup. Outcast a commencé avec un financement Waliga aussi. Après, le sort a voulu qu'on arrive à s'associer avec THQ et ça marche. Par rapport à Charleroi, je dois avouer que ça va faire 3 ans que je vis dans cette ville. Et après, pour avoir discuté avec des Carolos pure souche qui n'ont jamais bougé, ils ignoraient la totale présence d'Apil dans le coin, alors qu'on est à 10 minutes d'ici, boulevard Audin. On n'a pas une énorme pancarte posée sur la devanture, mais c'est vrai que c'est pas très connu. Est-ce que de façon générale, ça trahit le fait qu'en Belgique, les studios belges ne sont pas suffisamment mis en avant, on ne considère pas encore suffisamment le jeu vidéo à sa juste valeur, les créateurs de jeux vidéo en Belgique, en Wallonie plus particulièrement, à leur juste valeur? Je dirais pas ça, non. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en Belgique. Pour comparer avec la France, côté France est devenu aussi, je suis français, pardon, j'ai oublié de préciser. Les efforts, en tout cas les aides et tout ça, sont venus très tard. Globalement, c'est pas très récent que je sache. Et bon, oui, il y a des gros salons et tout ça, mais que je sache, en Belgique, il y en a quelques-uns aussi, à échelle modeste. Je crois qu'il y en a eu un à Liège il n'y a pas très longtemps. Je pense pas qu'il y ait une mauvaise représentation du jeu vidéo, tout ça. Après, alors, pour la Belgique, j'ignore la partie. Je n'ignore pas, je ne sais pas comment cela se passe côté flamand, malheureusement. Je ne parle pas beaucoup flamand. Mais en Wallonie, j'ai l'impression qu'il y a quand même une attention qui est donnée. S'il y a déjà des services qui donnent des aides à des petits studios, certains de nos développeurs travaillent avec Waliga, je crois, et ça donne, pour moi, c'est déjà très positif, mais c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose, c'est un peu bête, mais pour que ça bouge vraiment, il faut que ça bouge plus à niveau politique presque, pour obtenir quelque chose de bien et tout ça, et des bonnes aides. Mais sinon, il y a de la volonté, ça c'est clair. La preuve, j'ai pas connu, je connais pas beaucoup de bars, brasseries qui ont une section gaming dans leur bâtiment en même temps. Donc, la preuve qu'il y a des moyens qui sont mis en place. Et la volonté, du coup, pour revenir à Peel, quelle est-elle maintenant que ce projet a été lancé, qu'il est sur les rails? J'imagine qu'il y a d'autres projets en parallèle. Comment ça fonctionne? Ou est-ce qu'on met toutes ses forces sur un seul? Alors, pour Apil, en fait, durant la production d'Outcast, il y a eu un autre jeu qui est sorti qu'on faisait. Une autre équipe était là, un jeu qui s'appelait Gangs of Sherwood, qui est sorti un peu avant Apil, fin 2023. Après ça, l'équipe a rejoint Outcast pour le rush final, vu qu'au moment où leur jeu est sorti, il restait 6 mois à Outcast et il fallait tout donner. Maintenant, Apil est reparti sur un autre projet. Pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'y en a qu'un seul. Je peux malheureusement pas dire plus là-dessus. Du coup, on suivra votre actualité avec attention et on espère vous retrouver bientôt ici au Quai10, du coup. Avec plaisir.